Bonjour Monsieur Dame, ici Éric Leray de la mission Occident. Alors, j'ai fait quelques émissions sur le numérique et donc je voulais absolument faire quelque chose sur les écrans parce que c'est ma spécialité depuis quelques années, mais comme chercheur et dans mes réalisations, dans lesquelles on va revenir aussi partiellement. Et j'ai un grand honneur aujourd'hui d'accueillir avec vous, et vous allez voir que c'est un ingénieur très créatif, c'est Michaël Dahan, le fondateur de Bookin, donc la société française, et vous allez voir que ça a été pionnier au niveau international, qui avec son compère Laurent Picard, bon, on ne peut pas avoir les deux personnes, mais qui en 2003 ont créé la société Bookin. Donc on a l'honneur de le recevoir et on va un peu voyager dans le temps, de façon historique et aussi contemporaine, pour montrer les réalisations de cette société majeure du monde des liseuses. Et on va voir ici autant au niveau technologique que sur les projets et les dernières nouveautés de cette société. Alors, Michaël Dahan, bonjour. Bonjour Eric, merci de me recevoir. Alors, vous êtes en France actuellement, donc il y a 6 heures de décalage. Donc, je vais vous accompagner dans la réflexion, et vous allez m'accompagner vous aussi, sur ce que j'appelle la troisième révolution du livre numérique, du livre imprimé, donc le passage de l'imprimé à l'écran électronique. Alors, je vais prendre quelques minutes pour préparer votre introduction. Alors je vous demanderai un peu de patience, parce qu'en fait tout part d'un intérêt personnel dans mes recherches et d'un ouvrage que j'ai coordonné pendant 2 ans, de 2006 à 2008, qui s'appelait La bataille de l'imprimé à l'ère du papier électronique, que j'ai coordonné et que j'ai publié donc, avec une trentaine d'auteurs en 2008, les presses universitaires de Montréal. Ça a été vendu à 3500 exemplaires à peu près. Donc c'était à l'époque, et vous allez voir l'intérêt de parler de Bookin, c'est que le premier lecteur Kindle que j'ai ici pour comparer, ça a été parti en 2007, et l'iPad, donc pour vous situer, c'est avril 2010. Cet ouvrage sort en 2008, mais on va voir qu'on va remonter un peu le temps, parce que M. Michaël Dahan était déjà en train de réfléchir à tout ça quelques années plus tôt. Alors, le papier, c'était un élément fondamental qui était de la chaîne graphique, que je connais bien. Je suis un ancien imprimeur, j'ai fait l'école Estienne à Paris. J'ai été président de l'association des anciens élèves pendant 15 ans. C'est la plus ancienne école d'art graphique de France. Et si vous voulez, pour nous, l'innovation, la créativité fait partie de notre quotidien. Et la plupart des grandes innovations dans l'histoire des industries graphiques, à part bien sûr chez les Allemands, se sont faits à partir de l'école Estienne ou avec l'école Estienne. Alors le papier, c'était l'élément de la chaîne graphique qui avait pas été... Donc on a identifié 3 vagues de mondialisation. C'est important de resituer dans le temps. Bon, bien sûr, le XVe siècle, avec la découverte et la réappropriation technologique de l'apport de la Corée avec les caractères mobiles et de l'imprimerie avec la Chine, qui est venu s'installer, et Gutenberg a récupéré certains savoirs à partir des croisades, où la technologie, le savoir-faire autour de la création du papier s'est fait. Donc là, on parle d'un support papier avec parchemin, enfin différentes technologies. La deuxième période de mondialisation, c'est la révolution industrielle au XIXe siècle. Et donc là, on parle de 1840 à 1914. Et c'est la période de la rotative, c'est la période des médias de masse, etc. La troisième qui va amener à notre sujet d'aujourd'hui, c'est de 1914 à nos jours, et c'est ce qu'on appelle, ce que le grand philosophe Jean-François Rebel appelle la période de l'Amérique monde. Et on va voir qu'effectivement, à partir de l'Amérique, il y a des choses qui vont être créées, comme l'Internet, et les premiers, on va dire, lecteurs. Alors c'est cette transition entre le monde industriel et le monde post-industriel qui est en train qu'on illustre, ou que j'essaye d'illustrer par différentes émissions sur le numérique, et maintenant avec Michaël Dahan. Alors, Michaël Dahan, bon, vous êtes d'abord, alors il faut le reconnaître, c'est important, il y a eu quelques films récemment sur Madame Curie. Vous êtes un diplômé de l'École supérieure en physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, et vous avez partie de cette génération, 96, c'est juste avant 97, c'est-à-dire les premiers travaux dans cette école. Donc, parlez-nous un peu de cette école et de cette expérience que vous avez eue. Je sais que vous avez été après
chercheur en physique moléculaire au Weizmann Institute en Israël. Donc, parlez-nous de cette période, parce que c'est quand même là disons, que votre projet est né, hein, on dirait. Je suis de formation ingénieur, comme vous l'avez souligné, et j'ai fait l'école physique-chimie de Paris. Cette école a pour particularité d'être très orientée sur l'expérimentation. Je dirais que c'est une vraie école de physique et aussi de chimie, hein, mais c'est une vraie école qui forme les ingénieurs avec un esprit scientifique de physicien. On est très mathématiciens en France. On adore faire des calculs. On est des bons théoriciens. Après, il y a un esprit d'expérimentation, je dirais d'adaptation à des problèmes qui peuvent être des problèmes complexes, mais toujours avec des références techniques et scientifiques. Et c'est vrai que ce qu'on apprend, ce que moi j'ai découvert et ce qu'on a appris au fil du temps à physique-chimie, c'est qu'on faisait énormément d'expérimentation, on avait énormément les mains dans le cambouis. Voilà, à manipuler de l'instrumentation, des instruments scientifiques très pointus. Et on avait aussi la chance d'avoir à l'époque comme directeur Pierre-Gilles de Gennes, hein, qui était prix Nobel de physique. Et puis, coup sur coup, l'année d'après, ou je crois quelques années plus tard, Charpak, qui était aussi professeur dans l'école. Donc, on a été entouré de bonnes fées. C'était comme une série, une bonne série qui se déroulait. Et on était vraiment dans un espace, en plus, en plein milieu de Paris, juste à côté de Normal Sup. On avait un petit peu cette image de physique et de chimie industrielle, hein. Il faut savoir que, par exemple, l'air liquide, c'est un ancien de physique-chimie qui l'a fondé. Donc, c'est un peu ces grandes industries françaises. Et toutes les personnes qui sont issues de l'école physique-chimie ont un peu ce côté très, très industriel. On les retrouve dans des grandes boîtes de chimie ou les grandes boîtes de physique, ou alors qui ont monté de plus en plus de boîtes de deep tech, comme on dit, donc de sociétés qui fabriquent des choses ou qui reposent sur des principes physiques assez poussés, souvent issus de travaux de thèse. Un tiers de la promo, je crois, ou la moitié de la promo fait par la suite une thèse. Donc, on est vraiment des ingénieurs, chercheurs, les mains dans le cambouis, chercheurs, je dirais, pratiques. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'expérience. Donc, c'est une école qui ne se fait pas en 3 ans, mais en 4 ans. Il forçait à faire une 4e année. Donc, il y avait 2 ans de tronc commun en physique et chimie. Et puis, après, une année de spécialisation. Enfin, on choisissait la physique ou la chimie et enfin, on terminait par un DEA. Donc, moi, j'ai fait un DEA en électronique et en instrumentation. Et donc, ça a été pour moi des années très, très riches où on continue d'apprendre énormément. Voilà. Et effectivement, par la suite, alors, c'est pas là que j'ai découvert réellement le papier électronique ou les techniques, ou la technologie, ou on va dire la science qui est liée aux affichages électrophorétiques. D'ailleurs, c'est pas. J'ai été amené, je vais vous décrire après comment j'ai été amené à m'intéresser au papier électronique. Ouais. Exactement. Mais en fait, ce qui s'est passé, donc à l'issue de ces 4 années d'études qui étaient très riches pour moi, j'ai été amené à faire ce qu'on appelle un VIE. Ça s'appelle un VIE. À l'époque, ça s'appelait un CSN, coopération au service national. Et donc, c'était l'époque où, effectivement, on pouvait partir en coopération à l'étranger. Et j'étais parti faire de la physique moléculaire en Israël. J'ai eu la chance d'avoir été accepté dans un très bon laboratoire de physique moléculaire. D'ailleurs, le directeur du laboratoire est après devenu le directeur de l'Institut Weizmann. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, Daniel Zeifman, que s'il m'écoute, je salue. Ça a été un très, très bon directeur de thèse. Enfin, directeur plutôt de laboratoire, parce que je n'ai pas fait de thèse là-bas, j'ai fait uniquement 18 mois. Et en fait, on est arrivé et on a travaillé sur un sujet de physique moléculaire qui était ce qu'on appelait en anglais des ion traps, donc des pièges à ions. Donc, on était vraiment dans des domaines de… Je travaillais sur un accélérateur un peu comme Tony Stark dans Iron Man. Voilà, j'avais mon petit accélérateur moyenne énergie et je piégeais des ions dans des pièges à ions.
et on mesurait certains paramètres physiques. Et à partir de là, on a publié d'ailleurs, dès que je suis arrivé, on a publié de très beaux articles, notamment dans Science, où j'ai été contributeur. Il était très gentiment, il m'a permis de contribuer à l'article. Et donc, on a sorti 3 ou 4 articles en moins de 18 mois dans de très bonnes revues scientifiques. Et j'ai failli faire une thèse par la suite. Institut Weizmann, qui est un endroit, si vous connaissez, si vous avez la chance d'y aller, qui est un campus absolument formidable, très très beau. Et j'étais au niveau du département de physique où il y a un accélérateur. Et j'ai failli y rester sur place et faire une thèse, mais en fait, je suis revenu en France parce que j'avais un peu la fibre entrepreneuriale et que je me voyais plus travailler dans le domaine voilà, privé au sein de sociétés. Très bien. Voilà. Alors, C'est peut-être un moment de bascule, mais voilà, j'ai hésité, j'ai failli le faire, j'ai dit oui, puis après, je suis revenu en arrière. Donc voilà, je suis revenu à Paris. on va revenir sur le processus justement qui vous a amené à créer. Alors moi, je voulais juste témoigner 2 minutes parce que, en fait, ce qui m'a attiré l'attention au départ, c'était justement l'école, parce que dans le cadre de mon premier doctorat au CNAM, enfin à Paris 4 Sorbonne, j'ai fait le repérage scientifique de l'SPCI et j'ai croisé justement Gilles de Gennes, Charpak, et j'avais retrouvé la thèse de Madame Curie signée de sa main dans le couloir qui menait au directeur, Monsieur Gilles de Gennes. Et j'ai photographié tous les laboratoires dans chaque étape et pour essayer par la suite d'analyser comment la recherche fonctionnait. J'ai trouvé cette expérience passionnante et rencontrer des directeurs de laboratoire extrêmement compétents. Enfin voilà, c'était juste la petite anecdote, mais ça m'a permis quand même de travailler pendant 2-3 ans dans cette école merveilleuse. Alors, donc en 98, donc ça veut dire, j'imagine, au retour de votre... comment vous êtes devenu directeur de recherche chez Cital? Comment vous êtes arrivé, après votre séjour en Israël, à vous intégrer dans une compagnie? On va le voir, on va décortiquer un peu. Alors, en fait, ça s'est passé de la façon suivante. Je suis revenu, donc j'ai cherché un emploi et donc j'ai postulé là où enfin, j'ai d'abord commencé à postuler là où j'avais fait des stages. J'avais notamment fait un stage chez EDF qui s'était très, très bien passé, où j'avais travaillé sur des systèmes de détection de fissures dans des tubes de refroidissement dans des usines nucléaires. Donc, c'est, vous voyez, des technologies d'analyse de traitement d'image. Et donc, j'avais postulé chez EDF avec lesquels je commençais à avoir des échanges et donc commencer à passer les processus je dirais, de première de recrutement. Et d'un autre côté, je cherche ceci par ailleurs, hein, bien sûr, et j'ai commencé à discuter avec un de mes professeurs qui s'appelle Jacques Lévinaire, qui est ou qui était, je ne sais plus, mais enfin, il est encore très impliqué à l'ESPCI, mais qui avait le laboratoire d'électricité, électricité générale, je crois. Et donc, j'ai été le voir. Je sais qu'il avait monté plusieurs sociétés. Donc, j'ai été le voir plutôt dans l'esprit, cette fois, entrepreneurial et savoir si j'avais fait d'ailleurs un stage dans la société de Georges Charpak qui s'appelait Biospace Instruments. Et donc, je m'intéressais. Donc, je lui ai dit, voilà, est-ce que vous pensez qu'il y a pour moi un poste dans une société? Il m'a dit, Michael, je suis en train de monter une structure, donc de créer une société avec 2 autres associés autour du concept de livre électronique. Voilà. Et il m'a dit, est-ce que vous voulez être le premier employé de la société? Et commencer à faire les premiers développements et le premier prototype de livre électronique. On parle de quelle année? 98, On 97? parle de 98, tout à fait. On parle de 98, enfin, je crois que de tête, la société a dû être créée en avril 98. Et donc, on parle sûrement de début 98. Je suis tombé sur Marc Vasseur, qui est en 97 directeur de Genset, leader européen de génomique. Imagine une ardoise magique qui pourrait contenir tous les livres. Et après, donc Cital est fondé en décembre 98 par Jacques Attali, Marc Vasseur et Jacques Lébiner, votre professeur, directeur. Donc, les 2 autres associés, c'était Jacques Attali, hein, le Jacques Attali, je dirais, hein, l'ancien conseiller du président François Mitterrand, et Marc Vasseur, qui était effectivement directeur de Genset, qui est intéressant parce que c'est une des premières sociétés de génomique au monde et qui était vraiment très
implanté dans le début. Aujourd'hui, là, on parle de levée de fonds, de Startup Nation en Israël, mais aussi en France et un peu partout dans le monde. On parle de toute cette mécanique d'investissement autour des startups. Et Mark Vasseur avait été un des précurseurs dans cette dynamique-là, notamment avec des levées de fonds assez importantes pour l'époque, qui se comptaient en dizaines de 10 millions millions d'euros. d'euros, je crois. 10 millions d'euros. Oui, Hein. exactement, ouais, tout à fait. Et donc, c'était vraiment, il avait apporté d'abord son dynamisme et il avait apporté cette vision très capitalistique, je dirais, au sens venture capitaliste, donc de capacité de levée de fonds, etc., qui a aussi marqué l'aventure donc de Cital, qui a été la première société à laquelle j'ai participé. D'ailleurs, Cital, au début, ça ne s'appelait pas Cital, ça s'appelait Seabook. Mais le nom avait été déposé par des Américains, je crois, 2 semaines avant, seabook.com. Et donc, on a nommé la société Cital. Voilà. 99, ils ont changé de nom, c'est ça. Alors, Exactement. les gros investisseurs, il y avait le groupe Lazare avec sa filiale A0 Ventura, le groupe Rothschild. Est-ce que c'est bien Rothschild. Rothschild, Edmond Non, Rothschild non, je crois que ou... c'est, non, je crois que c'est Rothschild qui avait investi dans Oui, c'est Cital à peut-être moi qui ai l'époque. fait une faute là. Avec Oui, oui. Asset Management et puis Sophie Nova Partners. Sophie Nova, oui, tout à fait. Alors, Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour la petite histoire, donc moi j'étais embauché, mais j'étais tout jeune ingénieur. Hein, je découvrais mon métier. Donc, effectivement, là, on était un petit peu. Je vais partir from scratch, comme disent les Américains. Donc, je partais d'une feuille blanche et je devais réaliser le premier livre électronique. Donc, ce qui est important, juste pour un peu resituer, comme vous l'avez dit, comme tu l'avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire le timing. Qu'est-ce qui existait à l'époque et de quoi, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, à l'époque, donc l'iPad n'existait pas. Hein, on était encore très loin de l'iPad. L'Internet, le Wi-Fi n'existait pas. Hein, on parlait de connectivité filaire et on utilisait les fameux modems 56K ou V90. Donc, on était vraiment tout au début. L'Internet existait à peine. Google, je crois, a été créé en 98. Donc, on était vraiment au tout début de l'Internet. Et là, l'idée était extrêmement avant-gardiste de la part de Mark Vasseur. C'était vraiment de dire, voilà, on va créer un objet. Donc là, c'était quand même, on était parti du concept de l'objet. C'est aussi important sur tout ce qui va se passer par la suite. C'est que nous, on est parti vraiment de cette idée d'avoir un produit dédié pour la lecture. D'autres acteurs du marché sont partis autrement. Après, on parlera des autres acteurs français qui ont façonné le monde du livre électronique tel qu'il existe aujourd'hui. D'autres acteurs français, eux, sont partis du concept, d'un autre concept qui consiste à dire qu'importe le support, l'essentiel, c'est d'avoir le contenu numérisé. Voilà. Je pense notamment à Moby Pocket, qui a été racheté par la suite par Amazon. Donc, nous, quand on a commencé l'aventure Cital, on est parti vraiment de cette idée qu'on allait avoir besoin d'un produit dédié pour lire et que ce produit, en fait, c'était, pour faire très simple, c'était le premier iPad plus que le premier Kindle. Et donc, on est parti en disant il faut qu'on ait un produit forcément avec un écran couleur, forcément portable et qui puisse se connecter pour effectivement télécharger, qui puisse se connecter à Internet pour forcément télécharger les livres numériques directement dans l'appareil. Voilà. Et à partir de ce cahier des charges-là, oui. Ouais. Parce qu'on parle de 10 ans avant, parce que là, à l'époque, vous utilisez la technologie LCD comme l'iPad par la suite. Et on parle de 10 ans avant la... Exactement. Bon, il y avait plein de contraintes sur les technologies LCD. Là, les écrans qu'on utilisait à l'époque, c'était des écrans Hitachi. Je me souviens, il y avait Hitachi qui avait même une usine en France. On a fabriqué les premiers Seabook, donc fabriqués par Cital, ont été fabriqués en France. Que ce soit la carte électronique, le plastique, tout a été fabriqué en usine en France. Et en fait, ces premiers écrans qu'on utilisait, c'était des écrans qu'on qualifierait aujourd'hui d'écrans industriels, c'est-à-dire un peu les écrans que vous mettriez sur des machines-outils ou sur des distributeurs de billets. Et donc, ces types d'écrans, puisqu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'usage pour les produits portables, c'est nous qui l'avons. Donc, on a essayé de prendre l'écran le plus léger, avec l'angle de vision le plus ouvert, parce qu'on avait une problématique de biais entre. Il y avait effectivement un axe préférentiel pour regarder l'écran. Donc, il y avait plein de conséquences techniques et c'est vrai qu'on avait aussi une durée de vie batterie à l'époque
qui était extrêmement faible, hein, puisque c'était, je crois, quelques heures de durée de vie batterie, avec un produit qui pesait 1 kg et qui faisait, je crois, 2 ou 3 cm d'épaisseur. Donc, c'était un gros iPad. C'était pas si mal que ça, en fait, à l'époque. On faisait vraiment pas mal de choses avec. On avait installé un operating system qui était Windows CE. Donc, on avait fait des choix d'ouverture. On avait essayé d'installer un operating system qui permettait de développer réellement une application assez rapidement. Donc, on avait fait plein de choix sur le produit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps que nous, on développait ce produit-là, il y avait 2 autres sociétés américaines, comme quoi les idées en fait se retrouvent un partout dans le monde. Il y avait 2 autres sociétés américaines qui avaient commencé à peu près en même temps que nous. Une société qui s'appelait Rocket eBook et une autre qui s'appelait Softbook. Softbook a fait vraiment un produit très similaire au nôtre, qui a fait un produit qui est parti sur un grand écran, 10 pouces, couleur. Et Rocket eBook, qui eux sont partis vraiment sur, on peut dire, un peu le précurseur du Kindle. Ils étaient partis sur une technologie noir et blanc, un produit beaucoup plus petit, pas beaucoup plus léger, hein, mais plus petit, mais toujours avec cette idée, effectivement, de pouvoir mettre des bouquins à l'intérieur, les télécharger, les lire. Voilà. Et donc, on était tous les 3 en même temps. Ouais. Et les produits, c'était Nuvimedia et Softbook, je crois. Exactement. Et ils ont été rachetés par Gemstar. Ouais. Gemstar, qui a disparu depuis, mais qui était un fabricant de décodeurs, si ma mémoire est bonne, aux États-Unis, et qui a racheté les deux et qui a voulu se lancer dans le livre électronique. Donc, c'était des opérations à l'américaine, hein, où je crois que Rocket eBook a été racheté plus de 100 millions de dollars. Je me demande si ce n'était pas 200 millions de dollars à l'époque, qui était déjà une somme énorme. Donc, Gemstar avait les moyens, ils avaient racheté Rocket eBook. Et pour la petite histoire, le fondateur de Rocket eBook, Martin Eberhard, est celui qui a fondé Tesla. Voilà. Par la suite. Et qui l'a revendu à Elon Musk. Enfin, qui l'a revendu. Qui a embarqué Elon Musk comme actionnaire et qui s'est après fait gentiment éjecter quand Elon Musk est arrivé. Voilà. Pourtant, c'est à souligner que Gemstar va racheter la première maison d'édition numérique 0 heure en 2000, mais Exactement. il va observer, c'est marqué dans différents articles, il va s'inspirer de votre expérience du CITAL. Il le dit plusieurs fois, il le dit oui, on a observé parce qu'ils n'ont pas été sur le terrain tout de suite de l'édition numérique, ils ont observé votre expérience et vous avez donc inspiré Gemstar qui a donné ce qu'on connaît, mais c'est quand même important à souligner que donc là on parle de 2000. C'est intéressant, j'étais pas au courant de ça, je savais pas qu'on avait été l'inspiration de Gemstar. Bon, j'aurais préféré qu'il nous rachète, mais bon, c'est pas grave. Il a préféré racheter un Américain. Alors, oui. Non, mais ce qui était intéressant, c'est assez intéressant ce que tu dis là sur cette inspiration, c'est qu'effectivement, il y a eu des acteurs. L'autre acteur du marché à l'époque sur le livre numérique, donc il y avait plusieurs acteurs en France, il y avait effectivement 0 heure, et il y avait aussi MobiPocket. MobiPocket, en fait, ils avaient fabriqué un format, le format Mobi, qui est un format extrêmement simple parce qu'il devait tourner sur le Palm Zaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Palm Zaire. Donc, le Palm Pilot. Et donc, le premier Palm Pilot, je crois qu'il avait 8 kilooctets de mémoire interne, ou 16 kilos. Et donc, ça devait tourner dessus. Et donc, ils avaient fait un format de livre numérique très, très, très simple. Bien plus simple que l'EPUB actuel, bien plus simple que le HTML. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Je digresse, mais c'est assez rigolo. Il y a Kindle qui vient d'annoncer le support de l'EPUB. Ah oui, d'accord. Jusqu'à maintenant, il supportait le format dérivé du MobiPocket, qui était un format vraiment d'une simplicité biblique, hein, c'est quasiment du format texte. Et donc, MobiPocket avait accumulé la première plateforme de vente de livres numériques, qui s'appelait mobipocket.com. Nous, on avait d'ailleurs passé un accord avec eux. Après, je reviendrai dessus. On avait passé un accord avec eux pour supporter le format MobiPocket à l'époque de Bookin, pas à l'époque de CITAL. Hein. À l'époque de CITAL, je reviendrai après dessus, mais on a développé notre propre format. Mais dans le cas de MobiPocket, ils ont été rachetés, donc comme je l'avais souligné, par Amazon, et c'est leur plateforme et leur socle technique qui a été après réutilisé dans le Kindle et les premiers formats de livres numériques distribués par Amazon. Et encore jusqu'à il y a très peu de temps, hein, c'était du MobiPocket.
Voilà. Donc, c'est un Français Fondateur, qui a vraiment, oui, qui s'appelait Thierry Brett, le fondateur de c'est MobiPocket, ça. qui a revendu à Amazon. Et c'est Amazon qui a exploité cette base-là pour en faire ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire le plus gros vendeur de livres numériques au monde. Voilà, donc, Ça, c'est des c'est Français intéressant. qui ont apporté la brique technologique à Amazon. Parce qu'en même temps, on a Numilog qui va apparaître après, et puis Ipagine. Mais Exactement. Pocket, donc c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu Est-ce qu'il a continué dans le domaine ou est-ce que tu Non, sais? non, il a changé. Après, j'ai plus suivi, mais il a monté une autre société, mais je sais plus très bien ce qu'elle fait. Mais il n'a pas continué dans le domaine du livre numérique. S'il veut me corriger, s'il entend cette interview, qu'il n'hésite pas. Envoyé. Voilà, Bon, exactement. envoyé. Bon. Alors, non, mais alors là on va faire une petite pause là aussi technologique parce que vous sortez donc en 2000. On parlait de Gemstar qui a racheté en 2000, mais la technologie est la première, donc le premier technologie après sortie. Donc on parle de le premier livre français, donc le C-Book, fut distribué à partir du 22 janvier 2001 autour de 5 700 francs, soit 869 euros. Donc en liquide crystal display, donc un LCD. Et Tout à fait. en juillet 2002, pour des raisons économiques sur lesquelles on reviendra si on fait publier un livre, c'est là que vous décidez de racheter avec Laurent Picard, de racheter le fonds, parce que pendant quelques mois, on essaye de trouver des repreneurs, mais ça ne s'est pas fait. Non, ça s'est pas fait. Alors d'abord, il y a eu une levée de fonds. Alors d'abord, il y a eu j'étais pas CEO de la boîte comme on dit aujourd'hui. J'étais pas président de la boîte. En fait, il y a eu c'est un jeune Comment centralien, un brillant centralien qui était venu nous rejoindre, qui s'appelait Olivier Pujol, qui a pris la direction de Cital et qui a vraiment mené tambour battant le développement de toute la solution. Sachant qu'effectivement, Cital, ce n'est pas qu'un appareil. Et ça, je tiens à le souligner, c'est qu'en fait, dans Cital, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé à la fois l'appareil et on a développé à la fois la plateforme de distribution de livres numériques, mais aussi la plateforme de numérisation des contenus, puisqu'à l'époque, les livres, il n'y avait pas de livres numériques, hein, il n'y avait pas de fichiers encore, il n'y avait même pas de format qui avait été mis. Donc, on a créé un format. Ce format, c'est l'ancêtre de l'EPUB, ça s'appelait l'OEB, Open eBook Standard, je crois. Et donc, c'est à partir de ce format-là, on a dès le départ adopté donc l'ancêtre de l'EPUB, qui était ce fameux format OEB. On a été parmi les premiers participants. Et d'accord, il était d'ailleurs le premier implémentateur, je ne sais pas comment dire, ou le premier réalisateur de ce format-là. Donc, on a développé dès le début, en fait, on a fait quelque chose de très haut de gamme. Donc, c'était des formats compliqués avec une gestion de la mise en page qui était très proche voilà, du XHTML qu'on a aujourd'hui. Et on avait développé notre propre DRM qui avait été inspiré, donc c'est pour dire encore une fois, on avait utilisé une DRM donc, dont les specs avaient été publiés qui s'appelait Glassbook, par une société qui s'appelait Glassbook. Par ailleurs, Glassbook a été racheté par la suite par Adobe et c'est devenu le format de DRM d'Adobe. Donc nous, la première DRM qu'on a utilisée, c'était l'ancêtre du format d'Adobe. On avait exactement je dirais la même architecture de fonctionnement. Et donc, c'est ce qu'on avait implémenté dans nos premiers. Donc, on avait implémenté un serveur de DRM, on avait créé notre propre DRM, notre propre format, notre propre plateforme de distribution et on numérisait les livres, je me souviens, à Madagascar, pour avoir les premiers livres, pour nourrir la fameuse base de livres. Je crois que notre offre, quand on a lancé le C-Book donc à 860 euros, je me souviens, on était à la FNAC. Je ne sais pas si on était en exclusivité à la FNAC, mais on était à la FNAC. On avait passé un accord avec Albin Michel et on avait Amélie Nothomb, je me souviens, sur notre boîte. Je crois qu'on devait avoir quelques centaines de livres au catalogue. Donc, en fait, si on prend tout ça et qu'on additionne, si vous voulez, la suite de toutes ces briques, on avait fabriqué quelque chose vraiment de très vaste en termes de technologie. On couvrait énormément de domaines. Donc, pour avoir une idée, Cital s'est monté à peu près à 45 personnes. On avait des équipes qui travaillaient dans vraiment tous les domaines. Et quand vous additionnez maintenant, si on arrive un peu à la fin de Cital, quand on additionne tous les éléments, on avait un produit qui faisait plus d'1 kilo, qui avait quelques heures d'autonomie. On se branchait avec un câble
sur la prise téléphonique. Et on avait passé un accord avec, je crois, avec France Télécom pour que les gens puissent avoir Internet sur leur tablette. Donc, à cette époque-là, on était vraiment le premier outil, on était une sorte de premier ordinateur pour beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'ordinateur. Donc, ils se branchaient, ça se connectait sur Internet. Les gens allaient acheter des livres, rentrer leur numéro de carte bleue, acheter des livres et les télécharger dans la liseuse. Ça ne s'appelait pas une liseuse à l'époque, ça s'appelait un livre électronique, et pouvaient les lire. Donc, vous imaginez voilà, toute la complexité de ce qui a été monté. L'usage n'était pas simple, le catalogue était pas très présent, le produit était cher, la lecture était de qualité assez moyenne, pour être tout à fait précis comparé à ce qui existe par la suite. On reviendra sur les technologies encre électronique. Et donc, quand on additionne tout ça, on va dire que c'était un peu annoncé que les premières ventes n'allaient pas être explosives. Voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le plan, c'était de faire une levée de fonds, puis après une deuxième, et de monter et de perfectionner à chaque fois le produit et l'offre. Malheureusement, la bulle Internet a explosé à ce moment-là. Et toute levée de fonds était devenue impossible, dépasser 2000. Et donc, c'est un peu pour ça que Cital a disparu. C'est parce qu'il n'y a pas eu justement cette deuxième levée de fonds qui devait arriver. Comme je vous l'ai expliqué, hein, Marc Vasseur avait l'habitude de cette mécanique de levée de fonds successives justement pour arriver. C'est beaucoup de technologie, beaucoup de développement, beaucoup de R&D. Et donc, on n'a pas eu les fonds nécessaires pour pouvoir continuer. Ça s'est arrêté là. Voilà. Donc, ça s'est arrêté, mais je dirais que bon, voilà, c'est les accidents de l'entrepreneuriat. On n'a pas démérité. On a fait des choix qui étaient des choix. On a choisi la couleur, on a fait plein. Voilà, on a Justement, fait des choix. là je t'arrête parce qu'on va revenir sur le choix technologique, là, c'est important. Alors je vais faire juste un petit aparté sur deux technologies qui sont importantes à ce moment-là, qui apparaissent en parallèle. C'est déjà présent, mais c'est quand même vous qui allez le développer d'une façon plus importante. Alors, on va parler d'une part de la technologie, ce qu'on appelle le papier électronique, c'est la technologie électrophorétique. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est Nicolas Sheridan, en 1974, qui développe chez Xerox à Palo Alto le Gyricon, qui est le premier vraiment papier électronique. Mais ce n'est pas forcément celle-là que vous allez choisir en rebondissant et en rachetant la société, c'est la technologie e-ink. Alors là, c'est pareil, dans les années 90, donc un autre type de papier à encre électronique a été inventé par Joseph Jacobson, donc cofondateur de la société e-ink. Alors il faut savoir que ça vient des États-Unis, il y avait la société e-ink au MIT à Harvard. Je pense que ça doit être dans le centre de recherche sur les médias qu'on connaît bien. Avec Negroponte par exemple ou George Gilder. Alors PVI est racheté par e-ink PVI rachète, qui est une société taïwanaise, le 1er juin 2009, donc plus récemment. Là. Mais entre ces deux technologies, vous allez choisir celle de e-ink. Est-ce que vous avez fait des essais, dans un premier temps, avant de choisir cette technologie et de quitter Liquid Crystal Display, donc le LCD? Est-ce que vous avez fait certaines tentatives avec une ou deux, parce que c'était les seuls qui se développaient là, ou peut-être que je suis trop simpliste? Non, c'est pas simpliste, mais je vais revenir sur juste la transition entre Cital et Bookin. Donc Cital se casse la figure. À l'époque d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on rencontre des gens de Inc. Je l'ai dit dans un post là que j'ai mis sur LinkedIn et je reviendrai après dessus. Mais on rencontre des gens de Inc. qui nous montrent effectivement un démonstrateur. À l'époque de Cital, hein, donc dans les années 2000, ils nous montrent un démonstrateur. Et je me souviens de ce démonstrateur parce que c'était assez rigolo. Ils montrent un démonstrateur avec 4 pixels. Donc vous avez un écran comme ça qui faisait, je ne sais pas, 10 cm sur 10 cm. Et il y avait 4 blocs noir et blanc. Et en fait, il faisait afficher le noir et le blanc et il nous démontrait, si vous voulez, la technologie Ink en lui disant, regardez comme c'est génial. Et on a dit, OK, c'est génial, mais quand est-ce que vous avez un écran qu'on puisse haute résolution, si vous voulez, avec des petits pixels, hein, pas des pixels qui faisaient
2 cm et demi sur 2 cm et demi, mais des tout petits pixels pour qu'on puisse le mettre, qu'on puisse le tester réellement dans un écran ou dans un produit, je veux dire. En fait, c'est ça qui caractérise, en fait. C'est là où je pense qu'il y a un vrai décalage entre la R&D et l'industrialisation. C'est ça qu'il faut bien déterminer, c'est que quand vous présentez un prototype et quand vous avez un produit industrialisable, c'est-à-dire avec un yield, c'est-à-dire un rendement de fabrication qui est suffisamment élevé, donc qui permet d'obtenir des prix abordables ou un coût abordable pour l'utilisateur de la technologie ou l'utilisateur du module d'affichage, il y a un gap extraordinaire. Et ce n'est pas par hasard que PVI, donc un Taïwanais qui était spécialiste au démarrage dans la fabrication d'écrans LCD standard, a racheté après la technologie Ink. Donc au début, il faut savoir que Ink, le premier fabricant d'écran Ink n'était pas PVI, c'était Philips qui avait une licence Ink pour fabriquer les premiers écrans Ink. Et je crois d'ailleurs que les premiers Sony avaient des écrans Philips, ce n'est pas des écrans PVI. Et après, cette licence de fabrication a été vendue à PVI, ou c'est PVI qui l'a récupéré. Et c'est lui qui a commencé effectivement à fabriquer des écrans et savoir fabriquer des écrans en grande quantité. On l'a vu par exemple avec Elon Musk qui devait monter en fabrication sur la Tesla et on a dit qu'il n'y arriverait jamais parce que c'est très compliqué cette phase d'industrialisation. Ben, c'est un peu la même chose pour les écrans. Les investissements sont très importants. Vous devez investir dans des usines pour fabriquer ce qu'on appelle les backplanes TFT. Et ça, PVI savait le faire. Et il a utilisé la technologie Ink. Il a été donc le premier, je dirais, donc le deuxième en l'occurrence, à fabriquer des écrans à encre électronique en grande quantité. Et c'est vrai qu'au moment du choix, vous ne pouvez pas choisir, en fait, il faut choisir à technologie, je dirais, à un niveau d'industrialisation égal. Donc, si Jiricon, à l'époque, à ma connaissance, il n'y avait pas de fabricant, il n'y avait pas de société qui industrialisait la technologie Jiricon. Il y avait par contre d'autres technologies listables, dont une, je crois, qui continue d'exister, qui était à base de LCD et qu'on retrouve dans des tablettes de prise de notes, non pas semblables à celles qu'on fabrique aujourd'hui, mais des tablettes de prise de notes en fait, où vous écrivez, vous pouvez effacer derrière, un peu comme nos vieilles ardoises magiques. Et effectivement, cette technologie-là était en compétition un peu à l'époque avec Ink. Mais c'est Ink qui l'a emporté parce que Ink avait commencé à non seulement avoir le module d'affichage, mais aussi proposer les solutions électroniques pour pouvoir piloter ce module et donc fabriquer facilement un appareil. Et ça, tous ces éléments-là ont fait que l'industrialisation était beaucoup plus facile. Donc, pour la petite histoire, après Cital, Laurent Picard, qui était, lui, directeur de la partie vraiment logicielle embarquée, moi, j'étais plutôt responsable de la partie matérielle. Laurent et moi, en fait, on s'est dit que le livre électronique avait fait flop, mais qu'à un moment donné, il devait marcher. Et donc, on a effectivement racheté une partie du stock de liseuses, enfin de livres électroniques Sibou qui existaient à l'époque, et on a commencé à les recommercialiser, mais cette fois, non pas avec toute la plateforme et tout le contenu, on s'est spécialisé dans l'appareil, on l'a ouvert, donc on lui a permis notamment de supporter différents formats. Donc, on a passé un accord avec MobiPocket à l'époque pour justement pouvoir accéder à la librairie MobiPocket. On a supporté le HTML, on a supporté le texte, le PDF, etc. Et on avait fait une première liseuse multiformat, en fait. Et donc, le C-Book s'est vendu. On en vendait, on a mis ça sur un site Internet, on en vendait quelques centaines par an. Et c'est à ce moment-là où on s'est où commençait à poindre la technologie Ink, notamment avec Sony qui a sorti. Donc, il faut savoir que Sony a été le premier acteur à sortir réellement des liseuses. C'était, je crois, le PRS 500 à l'époque. Et donc, nous, on a commencé à discuter avec le fabricant de l'écran, qui était PVI. Et quand il nous a montré les premiers résultats, moi, si vous voulez, l'impression que j'ai eue, c'est que tous les freins qui existaient à l'époque du succès ou de l'insuccès plutôt du premier C-Book, c'est-à-dire le poids, la lisibilité qui était moyenne en plein soleil, voire quasiment inexistante, les problèmes de parallaxe qui faisaient que vous fatiguiez rapidement les yeux, etc., disparaissaient complètement avec la technologie Ink.
Vous aviez un produit fin, léger, que vous pouviez lire en plein soleil, avec une durée de vie de batterie qui dépassait la semaine. Et juste sur cette base-là, quand Laurent et moi on a vu ça, on s'est dit, c'est sûr que tout ce qui avait été cité comme frein par les utilisateurs, et on avait fait les salons du livre, on avait démontré le produit à l'époque à des centaines et des centaines de personnes, on s'est dit, c'est sûr qu'avec ce produit-là, tous ces freins sont levés. Et si avec ça, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on a fait. Donc, c'est là où on a décidé finalement de réinvestir un peu tout ce qu'on avait réussi à gagner pendant 2-3 ans. On l'a réinvesti dans une année de développement pour lancer cette fois notre propre premier produit qui s'appelait le C-Book Gen 3. Voilà un petit peu la petite histoire et comment on est arrivé de la technologie LCD à la technologie à encre électronique de PVI à l'époque. Alors, je suis tombé aussi sur, à l'époque, vous étiez déjà à l'objet d'une étude universitaire, en faisant un postdoc à l'université de Metz, je suis tombé sur Dominique Norroy, qui a fait, alors je voulais voir si éventuellement, parce que vous êtes l'exemple typique à la française des gens qui se battent et qui réussissent, mais qui sont toujours critiqués, comme dans les classes, on disait, oui, le premier de la classe, c'est pas bon, etc. Mais parce que là, le dernier, mais c'est pas grave. De toute façon, mais en fait, je trouve que de toute façon, le travail universitaire est toujours intéressant et c'est toujours intéressant de débriefer quoi qu'il arrive. C'est comme ça que je dirais, ou d'analyser par la suite un peu tout ce qui a réussi ou tout ce qui n'a pas marché. Dire, on voit l'échec toujours avec un côté très négatif. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, quand on regarde les cycles comment dire, la fameuse courbe d'innovation, on voit qu'il y a toujours en fait 2 vagues. Il y a une première vague où les gens essayent, et on était clairement dans cette première vague. D'ailleurs, si on prend Rocket eBook, Softbook ou Cital, les 3 sociétés ont disparu. Elles n'ont pas passé le cap en fait. Rocket eBook et Softbook ont connu, si vous voulez, un destin plus positif parce qu'elles se sont fait racheter, mais Gemstar n'a pas réussi à pérenniser, n'a pas réussi à transformer le modèle comme un modèle, de créer un véritable usage autour du livre numérique. Donc on était, nous, dans cette première vague d'innovation. Effectivement, il y a eu ce faux plat pendant plusieurs années, et puis il y a eu une deuxième vague qui est réapparue 5 ou 6 ans plus tard avec Bookin, avec Sony et avec Amazon. Rebondir. Parce que là, l'intitulé de l'enquête, et vous avez tout à fait raison, c'est le débat qui est important, mais c'était l'échec du livre électronique de Cital au prisme des processus de traduction, avec une préface de Pascal Durand. C'est quand même l'ENSID qui a publié ça, mais je trouvais ça intéressant parce que vous êtes plutôt au contraire l'exemple d'une réussite, mais avec les difficultés que pour rencontrer les entrepreneurs, parce que le problème des universitaires, c'est que souvent, il y a une méconnaissance du milieu de l'entreprise, et vous avez prouvé là en quelques minutes les difficultés à adapter, par exemple, votre explication entre PVI et puis l'autre société qui a Gericon, qui n'avait pas justement le support industriel derrière. On voit bien quand même qu'il y a une difficulté que les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs doivent gérer. Alors, sur la commercialisation, là, effectivement, on parle de la génération 1, mais pour resituer, j'essaye de resituer aussi chronologiquement, on voit que le 12 septembre 2007, le journal Les Échos présente leur version e-paper, le premier journal numérique mobile avec technologie e-ink, et la plateforme Ganaxa de Bruno Riff, qu'on connaît, on l'a vu ici plusieurs fois, venir présenter justement et valoriser. Il est venu aussi à mon invitation à l'école Estienne pour présenter ça. À l'époque, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt pour certains. Bon. Là aussi, il y avait un processus technologique, d'abonnement, enfin, etc. Le Kindle d'Amazon sort en novembre 2007. Il va arriver en France le 19 octobre 2009. Et là, donc, le C-Book Génération 3 est présenté en juin 2007. Mais vous dites qu'il y a eu une première génération. Est-ce qu'il y a eu plusieurs générations? Il y a eu un processus, c'est-à-dire là, on voit bien l'innovation, retour d'innovation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer là aussi l'intérêt du regard des usagers et comment vous avez eu l'intelligence, justement, je pense que c'est ça qui vous a permis de rebondir, comment vous avez pu intégrer justement le retour des usagers pour améliorer vos produits?
c'est le retour des usagers, comme je vous l'ai dit. En fait, on avait vraiment une vision assez claire de tout ce qui n'allait pas dans le premier appareil. Donc après, c'était assez simple de se dire, comme je vous l'ai dit, je dis voilà, les gens, on leur dit est-ce que vous voulez assez simplement. Alors, c'est pas aussi simple que ça parce que les gens ne disent pas toujours c'est la vérité, mais si vous deviez acheter un produit, qu'est-ce qui ne va pas dans ce produit-là? Et puis vous citez différents paramètres. Et c'est vrai que dans le produit, dans la première version de liseuse qu'on a faite, qui était aussi sujette, qui n'était pas parfaite, hein, mais elle levait beaucoup des freins évoqués. Et elle était aussi contrainte par des aspects purement techniques de fabrication. Mais c'est vrai que le premier appareil qu'on a sorti, nous, ce qu'on a essayé de faire, l'héritage qu'on a eu, je dirais, de toute l'aventure et d'arriver jusqu'à ce point-là, c'est qu'on s'est dit, il faut qu'au moment où on fournisse un appareil entre les mains, il faut qu'il y ait du contenu qui soit lisible sur cet appareil. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait du contenu embarqué, mais il faut que les gens puissent facilement aller récupérer des livres et les lire sur l'appareil. Et ça ce n'était pas acquis du tout, par exemple, par le fabricant de l'écran. Je me souviens à l'époque, PVI, pour lui, il ne comprenait pas trop en fait, comment il allait utiliser son écran. Donc, quand on rencontrait les commerciaux de PVI à l'époque, pour eux, ils proposaient un appareil et puis à la limite, ce qu'on pouvait lire dedans ou pas, ce n'était pas vraiment le sujet. Et nous, en fait, là où on a beaucoup travaillé, je salue le travail de Laurent à l'époque, c'était vraiment de se dire on va fabriquer le logiciel à l'intérieur de la liseuse qui va permettre de lire un maximum de formats, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de plateforme où les premières plateformes commençaient à balbutier, il y avait assez peu de contenu. Donc, on s'est dit, il faut à tout prix qu'on puisse supporter un maximum de formats. On ne sait pas encore ce que les gens vont lire, on ne sait pas où ils vont acheter le contenu, où ils vont se le procurer. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un maximum de formats et on cherchait justement aussi à avoir des formats protégés pour donner accès à un contenu sous droit, qui était assez important pour la liseuse. Et je dirais que c'est toute l'intelligence d'Amazon, hein, parce que Sony avait sorti aussi un appareil de liseuse avant, ils n'ont pas rencontré le succès d'Amazon. Toute l'intelligence d'Amazon, c'était de se dire, ce que je suis en train de vendre, ce n'est pas vraiment une liseuse, ce que je suis en train de vendre, c'est plutôt un accès à une librairie. Voilà. Et c'est pour ça que leur rachat, ça a été MobiPocket, c'est parce que ce qu'ils voulaient avoir, c'était une plateforme de distribution de contenu dans l'appareil. Et ce qu'ils ont développé, et c'était la grosse différence entre leur liseuse et les premières liseuses comme celle de Bookin ou celle de Sony, c'était de dire, nous, on va mettre la librairie dans l'appareil. Et ils ont tout de suite apporté leur première liseuse, c'était une liseuse connectée. Je me souviens d'ailleurs, c'était une liseuse connectée en 3G à l'époque. Je ne sais même pas si c'était la 3G ou si c'était encore avant ça, mais en tout cas, c'était une liseuse qui était directement connectée au réseau cellulaire et qui permettait d'acheter en un clic le fameux one-click paiement, d'acheter en un clic et de télécharger très très simplement le contenu. Ils avaient travaillé énormément la partie téléchargement et accès au contenu. Là où nous, on avait beaucoup travaillé la partie affichage en disant on va travailler l'affichage pour que ça supporte. On a été les premiers, je crois qu'on a été la première liseuse à supporter le format EPUB et on a été la deuxième liseuse à supporter le format Adobe. Donc voilà, Si donc je, nous, comp- ouais, si je on a comprends tout de bien, suite, si vous voulez, on a oui. commencé à se dire il faut qu'on supporte un maximum de formats là où Amazon, eux, ils sont arrivés directement avec leur plateforme de contenu. C'est ma prochaine question, mais je voulais faire une remarque. Je parlais des usagers, mais si je comprends bien dans votre analyse, vous avez aussi observé beaucoup les concurrents. Et est-ce que ça vous a permis vous aussi de faire évoluer votre proposition technologique? Alors, il n'y a pas que nous qui avons observé les concurrents. En fait, il y a je dirais que quand on a commencé à lancer la liseuse, en fait, en gros, il y avait deux types de populations qui pouvaient être intéressées. C'était les grands lecteurs et les geeks. Et parfois, et en fait, le recouvrement idéal étant le geek grand lecteur, qui est je ne veux pas être péjoratif pour les geeks, mais qui est assez rare, voilà, vous trouviez peu de personnes qui étaient et geeks et grands lecteurs. Et donc, en fait, il y avait cette position qui a été un peu celle d'un autre concurrent qui s'appelle Pocketbook, qui lui était plutôt qui venait des pays de l'Est et qui était beaucoup habitué au piratage et qui a été de dire, nous, on fait une liseuse pour geeks. On ne fait pas une liseuse
pour grands lecteurs. Le contenu, ce n'est pas un sujet. On va rester sur l'idée, effectivement, d'être le plus compatible avec un maximum de formats. On va même créer des formats pirates s'il le faut. Et donc, Pocketbook, eux, ils se sont attachés à ce format-là, à cette idée-là, et ils se sont beaucoup développés dans les pays de l'Est, où ils ont rencontré un succès où il n'y avait pas de vente de contenu. C'est d'ailleurs assez intéressant quand nous, on allait pour vendre notre produit dans les pays de l'Est, on disait, voilà, on veut se connecter à une plateforme de vente de contenu. Ils ont dit, mais les liseuses, ce n'est pas fait pour acheter des livres. Les liseuses, c'est fait pour lire des livres pirates. Pour lire des livres payants, il faut passer par des applications mobiles. Et donc, pour eux, livre des livres payants, c'était sur application mobile, et la liseuse, c'était pour des livres pirates. Donc, c'était vraiment une autre vision. C'était surtout les pays de l'Est et l'Espagne, où il y avait un peu cette vision de piratage qui était associée à la liseuse. Et après, il y avait un autre marché qui était, pour moi, le vrai marché, le cœur du marché, qui est celui qu'on retrouve maintenant partout dans le monde, y compris maintenant dans les pays de l'Est et en Espagne, qui est le marché du livre où vous avez la librairie intégrée directement dans l'appareil et vous achetez directement le contenu. Et c'est là où, en fait, toutes les personnes qui étaient sur ce marché-là, donc toutes les grandes chaînes de librairie, la Fnac, Virgin à l'époque, ont regardé le Kindle arriver et ont dit c'est bien, Bookin, vous avez fait un produit finalement versatile pour plein de personnes et tout, mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir notre propre librairie numérique et pouvoir vendre des livres numériques pour les liseuses. En fait, recréer un Kindle pour chacune des chaînes de librairie. On a eu la même chose avec, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'initiative de Doyo avec Thalia et Fnac qui s'étaient associés à l'époque pour lancer leur propre liseuse avec leur propre plateforme. Et nous, on a commencé effectivement à répondre à ce type d'appel d'offres, on va dire qu'on peut présenter ça comme ça, ou à ce type de cahier des charges, et à commencer non pas à discuter en tant que marque Bookin pour essayer d'adresser le grand public, mais plutôt d'essayer de collaborer avec les plateformes, avec les grandes chaînes de librairie. C'est après le modèle qu'a eu Kobo, mais les grandes chaînes de librairie pour fournir en fait une liseuse qui venait se brancher sur une plateforme. Voilà. Et nous, alors, en fait, on a toujours été perçus comme un fabricant de liseuses, et donc on a commencé à s'associer avec des plateformes existantes. Alors, je vous stoppe là parce que on va revenir sur le modèle économique d'Amazon. Ça me paraît tout à fait pertinent ce que vous venez de dire. Alors, juste rappeler qu'à ce moment-là, le livre sur la bataille de l'imprimé sort en 2008 et j'organise un colloque le 12 mars 2009 au CNAM pour faire le lancement avec les 5 tables rondes. Et vous avez participé à cette table ronde au CNAM où vous avez présenté, alors à l'époque, en juillet 2009, c'est 6 Book Opus, je crois, qui sort. Et, oui, et le premier... Ouais, c'est un bon succès, le 6 Book Opus. C'est un produit qui a très bien marché. Très bien. Et pour resituer un peu nos rencontres, et j'organise le premier forum ePaperWorld en 2009, et là vous m'avez fait le plaisir de venir. Mais en même temps, ça correspond à une période assez charnière, 2007, 2008, 2009. Et là, Michael Gaon a compris la pertinence du modèle économique d'Amazon qui vendait ses appareils moins chers mais reliés à sa propre librairie numérique. Et ça, nous avons, alors là, c'est une citation que j'ai reprise dans une interview. Nous avons alors développé la nôtre, le Bookin Store, et quand en 2010-2011, Amazon est arrivé sur le marché européen, nous avons fait le pari de cibler les libraires. C'est ce que vous venez de dire. C'est ça, exactement, tout à fait. Mais tout à fait. Ça me paraît important, là, oui. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait un autre effet aussi qui était aussi intéressant. C'était donc il y avait aux États-Unis, donc il y avait une bataille qui se livrait entre Amazon et Barnes Noble. Donc Amazon avait sa propre solution qui commençait à marcher. Donc il faut savoir que quand le premier Kindle est sorti, ça n'a pas été dès le début, ça n'a pas cartonné en fait. C'est monté progressivement. Et Barnes Noble, qui à l'époque fonctionnait très bien, donc il y a une grande chaîne de librairies américaines qui donc possède de très grandes surfaces partout aux États-Unis, a dit on va sortir notre propre solution aujourd'hui, notre propre solution également, et ils ont lancé le Nook. D'ailleurs, à l'époque, ils ont investi une somme colossale, je crois que c'est compté en centaines de millions de dollars leur investissement pour le lancement du Nook, qui était d'ailleurs un produit très intéressant parce qu'ils ont fait un produit hybride avec un LCD et un e-ink. Le produit était vraiment très original. L'architecture matérielle était ultra performante. Vraiment, ils avaient fait un beau produit et ils ont lancé. Donc, il y avait une vraie bataille entre Amazon
et Barnes Noble sur des prix, des price points qui étaient aux alentours de 300 à 400 dollars pièce. Et à ce moment-là, il y a un acteur startup qui arrive, qui sort de nulle part, qui est canadien, qui s'appelle Kobo, que vous devez connaître, je suppose, et qui décide de faire un price point, je crois, à 150 dollars. Donc, c'est-à-dire que le raisonnement de Kobo était de dire, nous, on est une startup, on va casser le marché, on va acquérir les acteurs, les lecteurs par le device, et on va vendre le device quasiment à prix coûtant, et on va se récupérer sur la vente de contenu. C'est très théorique comme modèle, mais c'est un modèle de… Et donc, ils ont littéralement chamboulé complètement le marché qui se développait d'ailleurs avec des niveaux de marge qui étaient tout à fait viables pour tout le monde. Et d'un seul coup, le niveau de marge s'est écroulé. Et je me souviens qu'à ce moment-là, on était sur le point de rentrer aux États-Unis. Donc, on avait signé, je crois, un accord avec Best Buy. Et donc, on avait notre price point. On discutait avec eux en leur disant, voilà, on va vendre le C-Book dans les Best Buy. Et notre prix, je crois qu'on l'avait fixé à 349 dollars à l'époque. Et je me souviens que 2 semaines avant, ils nous ont dit, est-ce que vous êtes sûr que vous ne voulez pas baisser le prix à 150 dollars? Et nous, on a dit, mais de quoi vous parlez? Notre prix est à 350. Il dit, oui, non, mais là, les prix vont chuter. Et effectivement, quelques semaines après l'annonce de Kobo, Barnes Noble et Amazon ont réaligné leur prix à 150 dollars. Et depuis ce moment-là, en fait, les prix sur les produits ont toujours été extrêmement bas avec des niveaux de marge très faibles. Et donc, le seul moyen de fonctionner, c'était de coupler ça avec de la vente de contenu et de vendre du contenu et d'avoir effectivement un lien fort entre la vente de contenu et l'appareil. Et hormis ce modèle-là, c'était compliqué de continuer à vendre des liseuses ex nihilo, je dirais, sans ce partenariat. Et c'est pour ça qu'effectivement, en 2009-2010, on a commencé à avoir ces accords et commencé à signer ces accords cadres avec les grandes chaînes de librairies comme Virgin. Mais en même temps, vous soulevez un point essentiel, c'est que c'est l'enjeu du contenu, c'est-à-dire c'est pas évident de passer du papier au numérique. Il y a un problème de confiance, il y a un problème de technologie. Est-ce que vous avez éprouvé des difficultés, justement, autant au niveau des usagers, comme vous parliez tout à l'heure des geeks, etc., pour passer justement d'une lecture papier, d'un livre dans les mains, mais aussi les libraires, c'est-à-dire les éditeurs, passer au numérique. Ouais. Le problème, d'abord qui est apparu en France, c'était le problème effectivement de la disponibilité des livres numériques. Donc, comme toujours, les Français avaient commencé avant tout le monde, parce que je vous rappelle Albin Michel, Amélie Nothomb, qui avaient commencé à numériser ces contenus très très tôt. Et en fait, il y a eu effectivement des acteurs qui commençaient à se placer, Numilog, qui avait un accord d'exclusivité, je crois, avec Hachette. Et donc, nous, on avait énormément de mal à récupérer le contenu. On allait voir les éditeurs et puis ils nous expliquaient que ils ne voulaient pas que le livre numérique réellement se développe parce qu'on ne savait pas si le piratage, etc. Et donc, ils signaient quand même des accords avec Amazon, mais les acteurs français comme nous, on avait énormément de mal à récupérer le contenu. Et je me souviens de meetings houleux où on me refusait de me donner le contenu parce qu'ils n'avaient pas envie, globalement. Et donc, c'est vrai qu'on avait, nous, on était un peu confrontés à toujours ce syndrome. Alors, il faut comprendre que le marché du livre français est un marché très régulé, je dirais protégé par la loi sur le prix unique, que les éditeurs soufflent un peu le chaud et le froid sur tout ce qui se passe autour du livre, et que c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est pas par hasard qu'aujourd'hui, la part du livre numérique en France est si faible. C'est qu'aujourd'hui, les éditeurs, ils ont juste mis le pied sur le frein et ils ont laissé tout doucement monter le catalogue au rythme qui les arrangeait, avec les distributeurs qui les arrangeaient. Et c'est vrai que nous, on a eu un peu de mal au début à rentrer dans le moule. On était plutôt, nous, un peu des ingénieurs. Et c'est vrai que là, il fallait jouer un petit peu de diplomatie pour récupérer le contenu et le mettre à disposition des utilisateurs. Donc, on a eu ça. Un autre frein qui est apparu, c'était la DRM. Donc, la DRM, c'est le Digital Right Management, c'est le système de protection ou anti-copie, si vous voulez, des fichiers numériques pour les livres numériques. Et à cette époque-là,
effectivement, il y avait Amazon qui proposait son propre système de DRM et il y avait un système de DRM, je dirais, multiplateforme, qui est celui d'Adobe, qui continue encore aujourd'hui de fonctionner, mais qui avait pour principal problème d'être extrêmement compliqué. Voilà. Donc, c'était c'est un système coûteux. Donc, Adobe a fait le choix de vendre des licences très coûteuses, qui sont toujours très coûteuses, de prendre un fee pour pour chaque livre protégé. Et donc, on se retrouvait avec une couche supplémentaire de complexité. Là où, en fait, les acteurs qui étaient complètement verticaux et des systèmes en silo fonctionnaient beaucoup mieux. Apple, Amazon, en fait, leur expérience utilisateur était beaucoup plus simple parce qu'elle était complètement maîtrisée de bout en bout. Il y avait aussi un autre aspect, c'est par exemple que les acteurs comme Amazon ont très vite récupéré les fichiers. Donc, les fichiers des éditeurs ont été stockés par Amazon. Et c'est vrai que cette capacité à avoir les fichiers chez soi, cette capacité à pouvoir les distribuer, fait que l'expérience utilisateur à la fin des fins, quand vous êtes en train d'appuyer sur le bouton télécharger, et que ça marche dans 99,999% des cas chez Amazon et dans 95% des cas chez Virgin, eh ben vous avez 4% de personnes mécontentes et ce qu'on appelle le churn. Et si votre churn est trop élevé, que vous perdez trop d'utilisateurs, ben vous avez une expérience vous avez des acteurs qui n'arrivent pas à décoller parce que les ventes, quelque part, vous pédalez dans la choucroute, c'est-à-dire toutes les personnes que vous faites rentrer dans votre système, ben, il y en a une bonne partie qui partent parce qu'il y avait des problèmes. Et c'était toute cette articulation-là qui a été compliquée pendant très longtemps à mettre en place. Alors, je reviens, donc là, justement, on voit le mois d'avril 2010, l'iPad arriver, donc là, et donc même année, moi j'organise le deuxième forum à la Cité des Sciences, où vous avez participé aussi, avec toutes les sociétés dont vous avez parlé, puisqu'il y avait Numilog, il y avait... Et puis le troisième forum, donc c'est en 2010 à Montréal, et là, donc il y a l'iPad qui sort, et vous sortez Seabook Horizon, en mai 2010, je crois. Et là, il y a aussi la dimension tactile qui apparaît. Alors justement, comment de la connexion au tactile, enfin, et puis bien sûr en 2011, le Seabook Odyssey, mais la dimension tactile est de plus en plus importante dans vos liseuses. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux. Alors, d'abord, je reviens sur l'iPad parce que c'est aussi intéressant. C'est que quand l'iPad est sorti, on nous a annoncé la mort de la liseuse. Voilà. On nous a dit, bon, bah voilà, c'est fini, l'iPad est sorti, c'est couleur, c'est rapide, c'est beau, c'est fin, c'est tout ce que vous voulez. Et la liseuse est morte. Et je me souviens qu'à l'époque, on faisait le tour des venture capitalistes pour lever de l'argent. Et je me souviens que j'avais présenté la liseuse. Et il y a un venture capitaliste qui, pendant près d'1 heure, a essayé de me vendre un iPad. Il était tellement content de son iPad et de faire toutes les choses qu'il pouvait faire avec, dont lire. Voilà. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je me souviens, tout le monde était un peu en suspens, y compris Amazon. Tout le monde se posait la question de savoir ce qu'allait devenir le marché de la liseuse et aussi le marché du livre numérique. On pensait que Apple allait tout rafler d'un coup. Et ça ne s'est pas produit. Voilà. Ça ne s'est pas produit. Les tablettes ont existé sur leur propre segment, mais n'ont pas rencontré le succès escompté sur la partie livre numérique. Je reviens dessus parce que c'est assez intéressant. Ça reste pour moi encore une fois. C'est intéressant, oui. Ouais, ça reste encore pas une énigme parce que je pense que la qualité de lecture qu'on a sur le papier électronique, donc sur l'encre électronique d'e-ink, sur la technologie électrophorétique plus précisément, est exceptionnelle. Et donc, il y a vraiment un plaisir et une capacité à lire des livres très longs et de passer des heures de lecture sans jamais se fatiguer les yeux sur liseuse. Il y a peut-être aussi un aspect culturel, hein, le fait que le produit soit dédié à la lecture et à rien d'autre joue également. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très spécifiques à la technologie e-ink et qui fait que, malgré la sortie et l'annonce de l'iPad, il n'y a pas eu cette disparition attendue, je dirais. Donc ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, sur l'horizon, l'horizon, en fait, il y avait deux nouveautés à l'intérieur. Il y avait l'écran tactile et il y avait la connectivité Wi-Fi. Donc, en fait, la connectivité Wi-Fi, c'était justement pour faire rentrer le store
dans les liseuses. Hein. C'était ce qu'avait fait Kindle en 2007. Eh bien, nous, on le faisait 3 ans ou 4 ans plus tard avec l'Horizon. Et le tactile, il y avait une autre raison au tactile, qui est aussi la raison qui a poussé Amazon et quasiment tous les acteurs à faire du tactile, c'était la réactivité de l'écran. Donc, en fait, quand vous avez un écran qui est relativement lent comme la technologie Ink, hein, c'est à peu près, à l'époque, c'était encore du 500 millisecondes le temps de rafraîchissement, donc à peu près une demi-seconde pour faire bouger un curseur à l'écran. En fait, quand vous voulez faire défiler des choses, par exemple un curseur et le faire défiler, c'était très lent. C'est-à-dire que la navigation, cette fois, pour aller chercher le livre et pour pouvoir l'acheter, parce que tourner une page, ça passe, hein, vous mettez une demi-seconde pour tourner une page, on va dire que c'est encore acceptable. En revanche, pour naviguer, on revient cette fois à l'idée d'une librairie embarquée dans l'appareil, là, ça devenait très pénalisant. Si vous pouviez pointer directement du doigt à l'endroit où vous vouliez aller, vous gagnez beaucoup de temps. Et donc, la navigation, c'est-à-dire l'usage de la librairie et le téléchargement, devenait cette fois acceptable. Pour rappel, le premier Kindle, je ne sais pas si c'est celui que vous avez, parce que voilà, le premier Kindle avait une petite molette avec un écran LCD sur le côté, une petite réglette avec un écran LCD pour pouvoir naviguer très rapidement dans les listes de livres et pour pouvoir les choisir plus vite qu'en utilisant l'encre électronique. Voilà. Donc, c'était ça Alors, qui a motivé l'arrivée du tactile en premier lieu. est-ce que c'est intéressant votre remarque sur le fait qu'on a cru, je me rappelle très bien des articles dans les revues spécialisées, effectivement, qui annonçaient la mort des liseuses. Est-ce que vous croyez que le marché du LCD n'a pas réagi face au phénomène des liseuses en voyant aussi un secteur éventuellement à récupérer dans leur marché et que l'iPad, Steve Jobs avait d'autres ambitions que celle de la lecture, mais est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas eu une réaction aussi du marché de la LCD qui voyait quand même un secteur intéressant se développer autour des médias, du livre, de la presse, etc. Si, alors, je pense qu'il y avait. Le secteur des liseuses se développait, alors. Il y a eu le secteur des liseuses. Alors après, en fait, il faut prendre des proportions et là, je reviens aux volumétries, aux problématiques de volumétrie et donc de rendement, je dirais, d'investissement fait dans les usines. Donc, quand vous vendez des écrans LCD, quand on parle d'iPad, on parle de centaines de millions d'écrans fabriqués. Voilà. Quand on parle d'écrans Ink, on parle de dizaines de millions d'écrans fabriqués. Donc, il y a un rapport 10 entre les deux marchés quasiment. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous êtes un fabricant et que vous avez une usine et que vous allez investir très lourdement pour pouvoir fabriquer la nouvelle génération d'écrans LCD encore plus fins, encore plus résolus, encore plus brillants, encore plus… voilà. Ben, là, vous dites quel est le marché qu'on peut le mieux adresser avec cette technologie-là et vous allez plutôt vers le marché des tablettes en disant le marché du livre numérique étant anecdotique ou étant faisant partie, j'arrive plus ou moins bien à bien le servir avec les technologies escomptées. Eux, ils étaient plus sur les temps de refresh, sur la qualité colorimétrique des écrans pour pouvoir faire de la vidéo, pour pouvoir faire des jeux, plutôt que de se poser la question de la lecture numérique, qui, elle, avait d'autres problématiques, et notamment l'angle d'ouverture, la consommation qui est extrêmement faible, sachant qu'en plus, l'avantage de l'encre électronique sur le LCD, c'était des avantages quasiment, je dirais, c'était tout ou rien, quoi. C'est-à-dire que sur l'encre électronique, vous avez vraiment une consommation nulle. Quand vous affichez, une fois que l'écran a affiché le texte, vous consommez absolument zéro. Et en LCD, ça, c'est pas possible. Vous êtes tout le temps obligé de rafraîchir, d'utiliser un rétroéclairage, etc. Donc, ils ne pouvaient pas réellement rentrer en compétition avec eux et ils n'en avaient pas vraiment l'envie, je dirais, d'un point de vue business et économique. Ce n'était pas vraiment utile pour eux de pouvoir le faire. Si d'aventure, il y avait eu un développement explosif sur un marché d'un acteur qui avait fait, je ne sais pas, le journal numérique et qui avait utilisé un écran LCD et que ça s'était vendu à plusieurs centaines de millions d'exemplaires, ils auraient sûrement travaillé la R&D pour aller dans cette direction-là. Mais vu que ça ne s'est pas passé comme ça, E-Ink a continué à pérenniser leur marché, qui était un marché de taille moyenne et qui le servait très, très bien, quoi. Je voulais rebondir là-dessus sur la technologie couleur, parce que dans mon forum
en 2010 donc à Montréal, on avait une première mondiale, puisque E-Ink avait sorti une liseuse pour le marché chinois, et il était venu le présenter ici à l'UQAM en couleur. Alors, est-ce que vous avez des projets d'orientation vers ce genre de support, mais avec la couleur? Alors, j'ai fait, je vous invite à lire l'article que j'ai mis sur LinkedIn. Là, j'ai jamais fait d'article, mais je pensais que ça en valait la peine parce que, en fait, sur la couleur, alors je vais peut-être je vais vous prendre 5 minutes. Je parle beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est un sujet que je trouve très intéressant, c'est justement le sujet de la couleur sur l'encre électronique. Donc, le sujet de la couleur sur l'encre électronique est primordial. Et je pense qu'aujourd'hui, si le marché du livre numérique tel qu'il existe est resté à la taille où il est, c'est parce qu'aujourd'hui, l'encre, les écrans à encre électronique sont en noir et blanc et que globalement, ils sont utiles pour lire du texte au kilomètre. Voilà. Bon, les mangas, etc., ça reste anecdotique, ça reste de la lecture du texte, c'est du noir sur blanc, ça marche très très bien et c'est comme ça que le marché s'est développé. Maintenant, tout le monde sait que si la couleur était disponible sur l'encre électronique, on adresserait un marché beaucoup plus vaste et beaucoup plus important que celui qu'on adresse actuellement. On pourrait aller sur le marché notamment universitaire, le marché de l'éducation, qui sont des marchés où il y a une très très grosse demande, et notamment en Asie où le marché pourrait exploser, ou même en Occident. Voilà, on est vraiment je pense, un élément qui ferait basculer le marché de l'encre électronique actuel, donc le marché de la liseuse, vers des horizons beaucoup plus vastes. Maintenant, ce qui s'est passé sur la couleur, c'est que, donc, conscient de ça, E-Ink, PVI, ont essayé de sortir des solutions couleur depuis des années sur l'encre électronique. Donc, ça fait des années qu'ils annoncent l'encre électronique couleur, en nous disant, ça y est, c'est bon, cette fois, si vous l'avez. Donc, il y avait comment ont-ils fait pour faire de l'encre électronique couleur? Et je reviens maintenant sur la base technique. Je ne vais pas m'apesantir dessus, mais je pense que vous allez comprendre assez vite. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, on a un écran noir et blanc, on veut le rendre couleur, et on ne sait pas faire de la couleur, puisque à l'intérieur, en fait, donc l'écran électronique, la technologie électrophorétique, c'est quoi? C'est vous imaginez des toutes petites capsules, des capsules qui ont le diamètre d'un cheveu. Elles sont transparentes. Dans ces capsules, il y a un liquide. Et dans ce liquide, il y a deux pigments, un pigment blanc et un pigment noir. Ils flottent, si vous voulez, dans le liquide. Et puis, quand vous appliquez un champ électrique, les pigments noirs vont migrer vers le haut, les pigments blancs, ça dépend. Et vous prenez toutes ces petites capsules, vous les mettez dans un film, vous les emprisonnez dans une sorte de petit film comme ça. Et c'est ce petit film-là qui va justement, grâce à une sorte de réseau de petits transistors en dessous, qui va piloter les capsules et qui va les dessiner du noir ou du blanc. Voilà. Et ça, c'était l'idée de l'encre électronique. Donc, en fait, dans les capsules, vous pouvez mettre que deux pigments, soit du noir, soit du blanc, soit du rouge, soit du vert, soit du bleu, soit du jaune, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez mettre deux couleurs, mais vous ne pouvez pas en mettre 36. Donc, une fois que vous avez ces deux couleurs et que c'est du noir et du blanc, la seule façon de faire de la couleur, c'est de rajouter des filtres. C'est de rajouter au-dessus des capsules des petits filtres colorés. C'est comme ça que marchent vos écrans. Je ne sais pas si vous êtes déjà rapproché très très près d'un écran, dans votre écran d'ordinateur, vous verrez qu'il y a des tout petits pixels rouge, vert, bleu qui sont les uns à côté des autres. Et c'est ça qui vous fait les couleurs. Et bien, ils ont fait la même chose sur l'encre électronique. Ils ont rajouté des petits pixels rouge, vert, bleu. Et quand vous vouliez faire un écran rouge, eh bien, vous allumiez le premier petit pixel, vous le mettiez en rouge, les deux autres petits pixels, vous les mettiez en noir, et vous aviez un écran tout rouge, puisque juste le rouge était allumé et les deux autres pixels étaient éteints. Cette technologie-là marche très très bien pour les écrans LCD, ça marche très très bien pour les écrans OLED pour une seule et bonne raison, c'est que c'est extrêmement brillant. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que ça fatigue les yeux, c'est parce qu'on vous envoie énormément de lumière, ces écrans-là. En fait, si vous démontez un écran LCD, vous verrez que derrière, il y a un néon. Il y a des tout petits néons très fins qui vous envoient énormément de lumière vers le visage. Et c'est pour ça que ça marche, cette technologie-là. Dès que vous l'appliquez sur l'encre électronique, en fait, ça devient tout de suite soit très très sombre, ça devient très sombre. En fait, c'est même pas que ça devient très sombre. L'écran devient très sombre. Le rouge, ça vous fait même pas un rouge vermillon ou un rouge bordeaux, ça vous fait un rouge quasiment noir. Donc, Ink a essayé d'optimiser les filtres, de rajouter de la lumière, de faire plein de choses pour essayer d'améliorer cette technologie-là. Et ils ont essayé depuis, je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous dites, 10 ans quasiment, à chaque itération d'améliorer plus ou moins cette technologie-là, mais on sent bien qu'intrinsèquement, on n'y arrive pas. En revanche, ce qui s'est passé cette année, et ça a été annoncé là dans un salon, mais ça n'a pas été remonté de façon
importante, c'est qu'ils ont en fait changé la technologie, ils ont retiré les filtres, et cette fois, dans la petite capsule, au lieu de mettre deux pigments noir et blanc, ils ont mis plusieurs pigments. Ils ont mis du rouge, enfin ils ont mis du cyan, du magenta et je ne sais plus le Ouais. dernier, plus du noir, plus du blanc. Ce qui fait que maintenant, quand vous faites un écran, votre écran, il est d'un seul coup beaucoup, beaucoup plus lumineux avec de la couleur. Il y a une vidéo que je vous invite vous la mettrez peut-être sur votre site, qui est absolument incroyable, où vous avez cette fois un vrai écran couleur en encre électronique. Et la grosse performance, il avait annoncé cette technologie il y a 2 ans. Seulement, il y a 2 ans, pour arriver à afficher la couleur avec cette nouvelle technologie, donc multipigment, si vous voulez, il mettait quasiment 25 secondes pour afficher un écran. Donc, vous voyez le noir arriver, puis après le jaune, enfin, c'était très, très lent. Et là, ils ont réduit ce temps-là, ils l'ont réduit à moins d'une seconde, enfin 1 seconde et demie, je crois, ce qui est extrêmement court. Et je suis quasiment sûr, voilà, en tout cas, maintenant, on peut dire que l'encre électronique couleur existe. Et je pense qu'elle sera très très vite utilisée dans des liseuses et dans des produits. Et en tout cas, nous, Bookin, on ne manquera pas de l'utiliser dans nos prochains produits. Voilà. Parce Justement, qu'aujourd'hui, la technologie est vraiment au point. Voilà, parce ils ont que mis 10 ans pour y arriver. en 2013, Bookin a réalisé 15,4 millions d'euros de chiffre d'affaires et compte 30 salariés. En 2022, vous avez sorti il y a un an déjà, près de 2 ans, Notea, que j'ai en main, là, que je montre à la caméra. Est-ce que vous pensez que justement sur cette liseuse, vous pourriez y mettre la couleur? Oui, c'est l'objectif en tout cas. Clairement, enfin, alors maintenant, pour comprendre un petit peu l'évolution du marché et de Booking, nous, ce qu'on a fait effectivement, c'est qu'on a sorti l'année dernière, on a sorti la Notea. Donc, en fait, quand on a travaillé sur le domaine de la liseuse, il y avait un domaine qui revenait très souvent dans les discussions avec les différents acteurs qui nous contactaient, c'était le marché professionnel. Donc, le marché professionnel, c'était un marché qui était intéressé, notamment le marché documentaire, où il y a beaucoup d'écrits qui circulent. Il y avait vraiment une demande très forte sur ce marché-là autour de la technologie en encre électronique. On nous demandait des produits. Donc, on a commencé à s'y intéresser assez tôt. Sony avait sorti, ou a toujours d'ailleurs dans sa gamme, un produit de prise de notes. Et encore une fois, ils ont été précurseurs sur le marché avec un produit de 13 pouces 3, c'est-à-dire un format A4. Je crois qu'il s'appelle le DRP1 ou DRPT1, je ne sais plus. Et ils ont sorti ce produit principalement au Japon. Et c'était un produit de prise de notes. Et quand Sony a commencé à sortir ce produit-là, nous, on s'y était déjà intéressé avant. Il faut savoir que nos premiers produits, entre le Seabook Gen 1 et le Seabook Gen 3, il y a eu un Seabook Gen 2 qui est un produit de prise de notes. Donc, nous, on s'intéressait à la prise de notes, on s'intéressait aux produits professionnels, mais on n'avait pas vu encore, si vous voulez, l'engouement autour de ce type de produit. On voyait qu'il y avait encore un peu comme sur le Seabook Gen 1, il y avait des freins intrinsèques qui intervenaient. Et entre-temps, il y a eu l'apparition de différents acteurs sur le marché de la prise de notes, dont notamment un acteur norvégien qui est assez connu, qui s'appelle Remarkable, qui a sorti effectivement une liseuse. Alors moi, je n'appelle pas ça une liseuse, j'appelle ça un bloc-notes numérique. Un bloc-notes numérique qui a effectivement un peu révolutionné le marché parce que d'un seul coup, on avait un véritable engouement de beaucoup de personnes et de beaucoup de professionnels ou de prosumers, j'appelle ça entre le consumer et le pro, qui étaient intéressés par ce produit de prise de notes à base d'encre électronique. Et c'est comme ça qu'on a sorti la NTA, c'est sur cette base-là, un peu sur cette traction qu'on a sortie du marché. Et depuis qu'on l'a sorti, on est quasiment en permanence en rupture de stock. C'est un produit qui marche vraiment très bien. Et nous, on a fait un choix aussi, un peu qui est l'héritage de toute notre aventure Bookin. On a fait le choix de l'ouverture, c'est-à-dire qu'on est parti sur une technologie Android, là où d'autres acteurs sont encore une fois dans ce fameux modèle, je dirais en silo, où ils essayent d'avoir un système fermé, avec un logiciel fermé, où ils maîtrisent les utilisateurs. Et par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, Remarkable a changé son modèle économique. Ils sont passés d'un modèle où on achetait un produit à un modèle où on achète maintenant un abonnement pour pouvoir utiliser les fonctions du produit. Donc, vous vous retrouvez avec un produit qui est, voilà, où vous vous retrouvez un peu de façon, vous êtes capté dans un écosystème, pour reprendre un peu les termes
qui circulent dans le domaine de la technologie. Et nous, on a un peu fonctionné avec un écosystème déjà existant qui est celui d'Android. Et c'est vrai on a dessus beaucoup d'utilisateurs et avec une vraie capacité à pouvoir installer des nouvelles choses, installer des nouvelles applications et toujours cette capacité de prendre des notes. Et là, tout dernièrement, on a signé un accord avec MyScript, qui est une société française, qui est tout simplement le meilleur moteur de reconnaissance d'écriture et qui permet en fait de transformer vos notes manuscrites en texte et donc de pouvoir les stocker. Et dans cette catégorie-là, avec toutes les politiques aujourd'hui autour du paperless, donc vraiment la réduction de l'usage du papier au sein des entreprises et de l'administration, dans le cas et dans le domaine éducatif universitaire, on se rend compte que là, il y a vraiment un vrai segment et un vrai usage. Ce n'est pas uniquement un produit à la mode, c'est vraiment des vrais usages qui se mettent en place avec la possibilité aussi de stocker tout ce que j'appellerais la documentation un peu grise, c'est-à-dire toutes les prises de notes qui sont prises dans les meetings et qui ne sont jamais stockés ou jamais archivés. Ici, on a la capacité de le faire. Donc, on est vraiment, je pense, dans quelque chose qui est une, une lame de fond. Je dirais que c'est un peu la deuxième vie de l'encre électronique qui commence là en ce moment avec ces nouveaux types de produits. Tout à fait. Alors oui, parce que c'est vendu là, avec un stylo aimanté que j'ai dans les mains, là, que je montre à la caméra, donc avec plusieurs mines qui peuvent être changées. Et j'ai vu aussi que justement cette ouverture, il suffit de télécharger un logiciel, ça permet de télécharger des PDF ou des formats, disons, ouais. Aujourd'hui, ce que vous avez, c'est que vous pouvez faire donc avec la Notea, donc vous avez devant vous un outil qui est dédié en premier lieu à prise de notes. Donc, vous avez à l'intérieur de la Notea un logiciel qui vous permet de prendre des notes, qui vous permet d'annoter des PDF, d'annoter aussi des EPUB si vous le souhaitez. Vous pouvez prendre des notes, éditer vos notes si vous voulez découper des bouts de notes, les remplacer. Vous pouvez également les transcrire en texte. Donc, vous avez vraiment un outil qui est dédié aux prises de notes. À côté de ça, vous avez un système Android dans lequel vous pouvez installer des tas d'applications, et notamment des applications de connectivité. Par connectivité, j'entends, vous pouvez installer un Dropbox, vous pouvez installer un Google Drive, vous pouvez installer un Gmail, vous pouvez installer un Evernote, et donc utiliser les fonctions de toutes ces applications au sein de votre prise de notes. Par exemple, vous prenez une note, vous voulez la sauvegarder en PDF et vous l'envoyez par email en utilisant Gmail, vous le faites en faisant un send to, si vous voulez, vous appuyez sur la note et puis vous dites est-ce que vous voulez utiliser, quel client mail vous voulez utiliser pour pouvoir envoyer votre note. Et donc ça permet d'un seul coup de rendre l'appareil très versatile et de le connecter à des tas de clients mail ou des tas de systèmes de stockage en ligne. Et puis aussi, dans le cadre d'usage professionnel, si par exemple on est en discussion, ce qui est le cas avec des sociétés qui ont leur propre applicatif, de gestion de notes, eh bien, on peut les implémenter très facilement sur ce type de produit parce qu'on est sur un système qui est un système ouvert et qui utilise les outils de programmation standard d'Android. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu, c'est quoi le chiffre d'affaires de Bookin aujourd'hui et le nombre de salariés et quels sont vos objectifs au court terme et au long terme? Alors, nos objectifs, clairement, je dirais moyen terme, c'est de développer de façon très importante les ventes de Notea. Alors, il va y avoir plusieurs versions de Notea qui vont arriver et on est vraiment sur cette optique-là. D'abord parce qu'il y a une appétence pour le marché qui est… moi, je retrouve un peu les années du début de la liseuse, c'est-à-dire vraiment une traction on est plus sur une problématique de fabrication plutôt qu'une problématique de vente. On fabrique pas assez vite en fait. Donc là, on est vraiment sur des objectifs de couvrir le marché européen parce que c'est notre marché cœur. Aujourd'hui, on est sur le marché français. Là, notre site va être déployé, il est actuellement déployé en français et en anglais, va être déployé dans d'autres langues. La Notea est déjà disponible en français, en anglais, en espagnol, en italien, en allemand. Donc, on a pour objectif d'aller conquérir d'autres marchés et de se développer. Au-delà de ça, on veut aussi développer la partie B2B
Là, on est vraiment aujourd'hui sur des channels donc B2C, donc des channels, des canaux de vente qui sont des canaux grand public. Hein, on est sur notre site internet, sur Amazon, sur des plateformes sur des marketplaces et aussi chez des grands distributeurs d'électronique en France. Donc, notre objectif, c'est d'aller s'étendre et de se développer. Donc, c'est de devenir, je dirais, le leader sur le marché du bloc-notes numérique en Europe. On est pour l'instant le leader chez tous nos revendeurs, même si on a quelques concurrents qui commencent à arriver. Donc là, on est très confiant là-dessus. On continue notre business sur la liseuse en changeant un petit peu notre approche. On est vraiment sur une approche là où on travaille beaucoup plus sur la partie bibliothèque. On a annoncé dernièrement l'ajout de la synchronisation des emprunts en bibliothèque dans les liseuses. Donc, si vous avez une liseuse Bookin, donc aujourd'hui on a la Diva HD, eh bien vous pouvez emprunter vos livres en bibliothèque et les retrouver dans votre liseuse. Et là, on est vraiment sur cette idée de faciliter, d'ouvrir le plus possible la liseuse à des nouveaux formats, pardon, d'ouvrir la liseuse à des nouveaux canaux de contenu. Et on a aussi adopté une nouvelle DRM. Donc, on a été les premiers à le faire. Là, on vient juste d'être suivi par Pocketbook. Et c'est très bien, d'ailleurs, parce que c'était l'objectif, c'est de créer une dynamique autour de cette nouvelle DRM qui s'appelle LCP, qui va remplacer petit à petit Adobe, hein, qui nous a vraiment pourri la vie pendant plusieurs années. On va le remplacer par cette nouvelle DRM, d'ailleurs, qui est portée par le W3C. Donc, c'est vraiment quelque chose de très standardisé. Et cette nouvelle DRM permet notamment l'entrée en bibliothèque, permet le transfert de fichiers entre utilisateurs, donc de façon très très simple avec uniquement un mot de passe. Et donc, on travaille vraiment dans cette direction-là. On s'est également associé avec Hypagine pour créer un écosystème très simple de mise en place chez les libraires. Donc, Hypagine a une plateforme qui marche merveilleusement bien de distribution de contenu. Nous, nos liseuses sont complètement intégrées dans l'écosystème Hypagine. Et aujourd'hui, si demain, toi, Eric, tu veux lancer une liseuse et ton propre librairie, ben, ça se fait en 2 coups de cuillère à peau, parce qu'aujourd'hui, créer une nouvelle librairie sur Hypagine, c'est très simple. Et nos liseuses sont directement intégrées à l'intérieur et tout l'écosystème se met en place très vite. Donc, on a vraiment fait un très gros travail d'intégration avec Hypagine et on est dans cet état d'esprit. On a vraiment investi là, ces dernières années sur la R&D pour vraiment changer, d'abord pour avoir une liseuse avec une UX vraiment du niveau de celle du Kindle. On a fait sauter la DRM d'Adobe qui nous a posé beaucoup de problèmes, notamment en termes vous avez compris, d'expérience utilisateur. Maintenant, on est sur une expérience utilisateur qui est vraiment complètement fluide. Et enfin, on s'est associé avec un spécialiste de la librairie, hein, Hypagine, fait partie de Tite-Livre, hein, qui est le plus grand fournisseur de solutions de caisse, si vous voulez, pour toutes les librairies en France et au Benelux. C'est presque, je crois, plusieurs centaines de librairies, ou je sais plus, ça ne faut pas un millier de librairies qui sont équipées avec les solutions Tite-Livre. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où on essaye d'avoir mis tous les éléments en place pour pouvoir se développer très rapidement. Après, sur le reste, les objectifs commerciaux, nos objectifs sont toujours ambitieux, mais on les garde un peu secrets. C'est un peu toujours la même chose entre les sociétés. On ne communique pas trop nos chiffres. Mais voilà, Bookin Vous continue de se voulez, développer et on continue est-ce que d'avancer. vous voulez, par contre, je demandais, est-ce que De Marque, ça vous dit quelque chose? Parce que c'est une Bien société sûr, importante et qui aussi je connais très une bien, branche. je connais très bien Marc Boutet, donc le fondateur de Marc, qui est aussi. Alors Marc Boutet a un avantage sur moi, c'est qu'il a commencé. Moi, je pense être un dinosaure de l'industrie, mais lui, il est venu avant moi. Donc moi, Marc, c'est un peu la seule personne qui peut me regarder, voilà, avec plus d'historique que moi. Donc c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a commencé, je crois, tout jeune, hein. Il a monté sa boîte, je crois qu'il avait 16 ans ou 17 ans. Donc chapeau à Marc. Et oui, effectivement, je connais très bien de Marc. Est-ce que vous avez des projets éventuellement de développement avec eux?
Eh ben, on discute de temps en temps. Moi, je serais ravi de pouvoir avancer et effectivement d'implanter. Donc aujourd'hui, là, on a synchronisé nos bibliothèques avec un système donc de synchro français, mais on était en discussion il n'y a encore pas très longtemps sur un système de synchro avec le système de marque. Bien. Ben, je crois que c'est une bonne conclusion, mais enfin, je suis sûr qu'avec vos ressources techniques et intellectuelles, on n'est pas prêt de vous voir disparaître et tant mieux, on s'en félicite pour vous-même. Je vous remercie pour nous avoir permis vraiment de parcourir une expérience concrète de création et d'évolution et d'avoir montré aussi votre capacité à vous adapter à cette évolution parce que vos produits évoluent constamment et vous êtes toujours à la recherche d'innovation. Donc là, je suis avec la Notea dans les mains. Donc j'espère que les gens vous pourront aller voir votre site internet parce qu'on peut commander les liseuses, on peut les commander. Moi, j'ai commandé la Notea d'ici, de Montréal. Donc, on peut D'ailleurs, commander, ça arrive. si je peux faire une petite communication vers des revendeurs au Québec et puis au Canada, même plus généralement, on est très ouvert puisqu'effectivement notre objectif c'est effectivement de venir et de pouvoir développer les ventes de la Notea partout en Europe, mais également en Amérique du Nord et plus spécifiquement au Québec parce que je pense qu'on a une vraie proximité voilà, culturelle et ça serait bien qu'on puisse faire ça ensemble. Très bien. Merci beaucoup, Michael. Et mes amitiés à Laurent, parce que c'est important de rappeler que vous êtes deux amis, deux Alors binômes. oui, alors Laurent a quitté la société en 2018, donc je suis tout seul désormais Ok. aux rênes, qui tient les rênes de Booking, mais en tout cas, enfin, je serais ravi de lui passer vos amitiés. De notre Voilà, part, oui, j'ai un bon souvenir. Un bon souvenir. Très tout à bien, fait. merci, Michael, et à bientôt. À Alors, bientôt. merci, messieurs, dames, pour votre attention. C'était un peu long, mais vous voyez que c'est quand même intéressant de voir une société pionnière dans son domaine qui participe de cette évolution du monde industriel vers le monde post-industriel, du support papier au support numérique, et qui est une des principales sociétés à fabriquer des liseuses, donc où l'écran devient l'interface majeure. Bon, on est dans un créneau particulier, mais vous voyez bien que petit à petit, la technologie évolue comme le LCD. Merci beaucoup et à une prochaine fois.